mon moment préféré hier, enfin, je dis ça, un de mes moments préférés, non, probablement mon moment préféré, quand Paul Maurice, en entrevue, après la conquête, dont nous parlerons abondamment dans les prochaines minutes, vous savez de quoi je parle. Oui. Oui, absolument. Quand il a dit, quand il a regardé la caméra, après avoir répondu, répondait-il à la question de, comment est-ce qu'il s'appelle, les cheveux? Kyle Bukauskas. Bukauskas. Que je surnomme affectueusement Stan devant lui parce que je trouve qu'il ressemble à Stan Mikita. Je ne suis pas sûr s'il aime ça beaucoup, ouais. mais je l'appelle Stan. Mais c'est vrai qu'il y a un petit air. Ouais, un ouais. petit air. Mais genre plus comme cartoon, un genre de. Voilà, c'est pas gentil. Mais c'est quoi ton anecdote, là? Mais c'est pas une anecdote, tu l'as entendu. Quand il a regardé la caméra, il avait remercié tout le monde, il avait remercié la ville où il a grandi. Il avait commencé par ses parents, puis il est revenu à ses parents en fin de laïus. Puis il a regardé la caméra, puis il a dit Papa, il dit le nom de tes héros, là, je traduis librement, est maintenant sur la coupe avec les leurs. Béliveau, Richard, là, il y en a nommé, je pense, How, il y en a puis nommé Ted d'autres. Lindsay. Puis deux affaires là-dedans qui m'ont. Ça m'a ému. J'ai pas peur, j'ai des émotions. J'ai pas peur. La filiation, tu sais, le familial, cette idée-là du nom, c'est ça, de la famille. Puis le fait que le Québec a encore une place dans la légende du hockey. Tu sais. Puis ce matin, je me disais, puis j'en parlais à ma blonde, je me disais, je sais pas combien de temps encore ça va. Tu sais, dans 30 ans, le coach qui va gagner la Coupe Stanley, c'est pas sûr que son père va avoir eu un héros québécois ou va avoir eu des héros québécois. Mais tu sais, j'ai trouvé qu'en pleine Saint-Jean-Baptiste, coudonc, il est fatigant que ça. Je vais parler de la Saint-Jean à tous les épisodes autour de la Saint-Jean. Non, mais j'ai trouvé que. Mais surtout, c'est ça, cette filiation. Puis, tu sais, Maurice a été un bon client pour les médias presque toute sa carrière, particulièrement lors des 2 derniers printemps. La boucle était bouclée. Je trouve ça très beau, ce qu'il a dit. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis c'est vrai que il y a pas. Béliveau puis Maurice Richard, en termes de hockey québécois, ont une place à part dans l'inconscient collectif du reste du Canada. Ils ont ils évoquent quelque chose que même Guy Lafleur, à mon sens, n'évoque pas au même niveau. Guy Lafleur, c'est notre vedette ici. Mais je pense que Béliveau et Richard, peut-être parce qu'ils ont été des contemporains de Gordie Howe. Oui, c'est ça, c'est comme la même gang. Exactement. Ouais. Puis je pense que tant que la mémoire de Gordie Howe va perdurer, celle de Maurice Richard va perdurer également. T'sais. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours un risque à un moment donné que le legs se perde en cours de route, puis que le souvenir ou le respect pour des anciens s'étiole avec les générations. Ou les anciens vont changer. Exactement, mais c'est là où, à un moment donné, la tradition orale, puis transmettre à ses enfants l'idée que tel joueur, voici ce qui signifiait. C'est important de le faire comprendre. Puis, remarque, on n'a pas besoin d'attendre Paul Maurice pour nous-mêmes faire ce travail-là avec nos propres enfants pour dire, hey, il faut que tu comprennes qui était Maurice Richard, il faut que tu comprennes qui était Jean Béliveau. T'sais. Alors, mais c'est le fun. Je trouve qu'ils ont... ces deux légendes-là ont un impact et une aura qui est très spécifique à la grandeur du hockey. Ouais. Et du Canada. Et du Canada, ouais, oui, absolument. Je sais pas si c'est dû à l'avènement de la télévision. Ça a été, Maurice Richard, ça a été dans les premières années de la télévision, mais les premiers grands héros, les premières fois où les masses ont pu voir les meilleurs joueurs de hockey à l'œuvre, je pense que ça s'est inscrit dans... Et on voit même les descripteurs de ces époques-là sont restés vénérés longtemps après leur départ aussi. Fait qu'il y avait peut-être un peu de ça, puis ça s'est beaucoup démocratisé par la suite. Tu sais, les Bobby Orr qui sont arrivés, puis alors il y a d'autres héros qui se sont créés à la télévision, mais peut-être que le fait que Béliveau, Richard ait joué à une époque où il y avait moins d'équipes et où c'était tout nouveau, c'était les premiers héros créés par les médias de masse. Et ça peut être dû à ça aussi. Donc, c'est ça. C'était mon moment préféré. Le match, mais ça, il y a des belles paroles, quelqu'un qui s'exprime et qui s'est senti. Le match, ouais, bon. Ben non. OK, d'accord. La série, la Coupe Stanley, tout ça, c'est accessoire. Aujourd'hui, rien ne sert de courir. Jean-François Houle retourne aux études.
Et le marché des gardiens se vide. C'est tellement hockey, épisode 334. Avec votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Et votre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Marc-Antoine Godin. Salut, Marc-Antoine. Bonjour, messieurs. Alexandre Gascon est dans l'avion, présentement. Quel guerrier. On le salue. Oui, c'est quoi donc? Ah oui, je m'appelle Alexandre Coupal. Ben non. Quel match? Quelle 58 bonnes minutes. Parce qu'on en discutait avant d'appuyer sur Record. Les 2 dernières minutes, c'était autre chose, mais n'empêche, on pouvait... C'est drôle parce que c'est comme si... Et je sais, Martin, pour avoir lu tes notes, là, que tu n'es peut-être pas d'accord avec ça, mais ça c'est vraiment... Cette série-là s'est jouée en 2 temps. Il y a vraiment eu un avantage Floride les 3 premiers matchs, au point où on se disait, bon sang, les Oilers ne sont pas là du tout. Les 3 matchs suivants, on pourrait dire exactement le contraire. Et là, ou du moins, quand ça a commencé, on avait peut-être le premier affrontement où ces 2 équipes-là étaient comme nez à nez, où s'affrontaient. Il n'y en avait pas une des 2 là, qui était soit, je ne sais pas, tétanisée par une peur quelconque. C'était un vrai affrontement de 2 équipes. Enfin, des 2 équipes qui restent, on peut penser les 2 meilleures équipes de la Ligue à ce moment-là. Alors, merci d'avoir été là. Y avait-il une question? C'est ça, il n'y a pas de question. Okay. Non, il n'y a pas de question. Okay, alors, ben vas-y, Martin. Ben écoute, il n'y a pas de question. Il n'y aura pas de question. Personnellement, tu sépares la série en deux segments, les 6 premiers matchs en 2 segments. Moi, je pense que la grande différence dans cette série-là s'est passée dès le premier match. Les Oilers ont totalement dominé la première rencontre dans la série. Bobrovsky a sauvé le match. Après ça, les Panthers se sont ajustés, sont revenus. Ça leur a permis de prendre une avance 3-0 dans la série. Et hier, en voyant les Panthers célébrer, je me rappelais une déclaration. Je ne me souviens pas quel joueur des Panthers avait dit ça avant le début de la série, mais on lui avait demandé, tu as vécu la série finale l'année dernière contre Vegas, et qu'est-ce que tu ferais de différent? Qu'est-ce que vous avez fait de pas correct l'année passée que tu voudrais bien faire cette année? Et il avait dit, on est parti avec un recul 0-2 dans la série l'année passée et on a manqué de temps pour revenir. Alors, il faut commencer dès le premier match. Il faut prendre l'avance dès le premier match. Il faut prendre l'avance en début de série. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ouais. Les Panthers, ils ont pris et ça a chauffé. Après ça, ils ont perdu 3 matchs, mais ils n'ont pas, grâce à cet éclair-là en début de série, ils n'ont pas manqué de temps. Ils ont été capables de revenir et de gagner la Coupe Stanley. Et on s'entend, tu dis que ça a été en 2 temps, mais il y a eu une série finalement à cause de Connor McDavid qui a eu un soubresaut de 2 matchs exceptionnels. Ouais. Sinon, les Oilers auraient remballé leur temps. Oui, mais malgré tout, moi, je suis d'accord avec toi, Alexandre. Je préfère ta grille d'analyse. Mon monologue en ce sens que, rendu un 7e match, là, on était en droit de croire que les Oilers arrivaient en Floride avec le vent dans le dos, puis que, sans dire qu'ils étaient favoris, qu'ils s'est arrangé pour qu'on revienne dans la case départ et qu'un match décide de tout. Puis, rendu au match numéro 7, le premier match, c'est déjà de l'histoire ancienne. Parce qu'on a passé à travers des moments où Bobrovsky a volé des matchs, puis d'autres où il s'est fait sortir. Fait qu'à un moment donné, les choses s'égalisent. Puis, en fin de compte, par exemple, là où ça fait la différence, c'est que si les matchs où les Panthers sont parvenus à stopper Connor McDavid, c'est les matchs qu'ils ont gagnés. Là où il a réussi à faire des dommages, ils les ont perdus. Alors, je pense qu'ils ont fait de l'excellent travail au point de vue défensif dans ce 7e match-là. C'est vrai qu'il y a eu des moments, surtout en deuxième moitié de rencontre, où les Oilers ont vraiment dominé. Mais ils ont dominé au niveau de la possession de rondelles. Ils ont dominé en faisant beaucoup de cycling, du mouvement circulaire, le long des bandes. Ils collectionnaient les secondes à l'intérieur du territoire offensif, mais à quel point ils sont... Pas les chances. Pas les chances. Au niveau de être capable de rentrer dans l'enclave, pas tellement. Pas tellement. Il y a eu certains tirs, certaines tentatives de tir
de Leon Draisaitl, de son coin favori, là, juste à côté, juste au sud du cercle droit. Il en a raté quelques-unes, mais de manière générale, je trouve que les tirs arrivaient d'assez loin. Bobrovsky a réussi à avoir la grande majorité d'entre eux. Alors, même s'il y a eu de la possession de rondelles du côté des Oilers, je n'ai pas senti vraiment qu'ils en avaient saisi vraiment la pleine potentialité. Puis, de sorte que Connor McDavid n'a pas eu l'impact qu'il avait eu dans les matchs précédents. Draisaitl, ça a été mince du début à la fin. Là, évidemment, aucun but dans toute cette série-là. Donc, je trouve que les Panthers ont gagné ce match-là, par la défensive, ce qui est une de leurs signatures. Par leur échec avant, puis par leur robustesse également. Fait qu'ils sont revenus à leur identité beaucoup par rapport à ce qu'on avait vu dans les matchs que les Oilers avaient gagnés. Mais cet enseignement... C'était qui le joueur des Panthers qui a dit ça? Je me souviens pas, je me souvenais de la déclaration. Mais cet enseignement-là s'applique parfaitement, non, à la saison des Oilers, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont parti ça à l'envers, la finale. Mais souvenez-vous, ils ont parti la saison à l'envers aussi. Puis, et ultimement, c'est pas... Parce que, Marc-Antoine, tu dis, c'est ça, en troisième période, à un moment donné, dans le milieu de la troisième, là, ça bourdonnait, ou enfin, ça tournait autour pas mal dans la zone des Panthers. Est-ce que c'est là qu'il y a eu la séquence de McDavid, que Gustav Forsling est venu comme l'empêcher complètement de récupérer? McDavid récupère la rondelle, il est en face, là, il est face à face avec Bobrovsky. Puis, ça regarde mal. Disons que ça regarde mal pour Bobrovsky. Il est déjà par terre, puis Forsling est venu couper. Ça a peut-être été la meilleure chance de marquer dans cette quête-là du deuxième but. Là. Avec 7 minutes à faire, leur plus belle séquence offensive, ça a duré plus d'une minute. Les Oilers ont réussi à rentrer à l'intérieur de l'enclave. Ça bombardait. Draisaitl et Hyman ont tous les deux cogné à la porte. Il y a eu après ça une pause télé, ce qui a permis de ramener le premier trio sur la glace tout de suite après. Écoute, Draisaitl et McDavid, mais McDavid, en tout cas, a passé la moitié de la période sur la glace. Ça a été 10 minutes en troisième période où il était sur la patinoire. Alors, dès qu'ils avaient l'occasion, on avait l'impression qu'il ne quittait pas la glace. Quittait jamais, ouais. Ben, tu dis pendant 58 minutes, parce que les 2 dernières minutes, tu avais l'impression qu'ils étaient complètement siphonnés. Il n'y avait plus de gaz dans le réservoir. Les Oilers, dans les 2 dernières minutes, n'étaient pas capables de finir une passe. Alors, ils n'ont pas menacé comme ils l'avaient fait justement dans les minutes précédentes. Mais je sais que sur les réseaux sociaux, bien du monde disait comment ça se fait qu'ils n'ont pas retiré leur gardien plus tôt. En même temps, c'est un retard d'un but. Là. Oui, c'est ça. C'est de jouer avec le feu. Ouais. Mais la grande victoire des Panthers aussi, c'est d'avoir dénaturé la personnalité des Oilers dans cette série-là. C'était un des meilleurs avantages numériques de tous les temps. Là, même depuis plusieurs saisons, ils les ont tenus à quoi? 12,5 % d'efficacité en avantage numérique. Tu regardes les gars qui ont marqué les buts du côté des Oilers. Tu as McDavid qui en a 3, mais ce sont des gars comme Ryan McLeod, Dylan Holloway, Fogle, Nurse a marqué 2 buts, Yann Marc a eu des très bons matchs. Henrique a marqué des buts aussi, mais Draisaitl, Marc-Antoine le disait, n'a pas marqué. Zach Hyman a été limité à 2 buts. Il avait marqué 14 dans les 3 premiers tours. Ryan Nugent-Hopkins a marqué 1 but. Lui, on ne l'a pas vu, hein? C'est incroyable. C'est joke. Invisible, totalement invisible. Tu sais, Draisaitl, il n'a pas produit, mais tu le vois qu'il essayait, puis il était probablement diminué par une blessure, mais il essayait. Hyman, il essayait. Mais Nugent-Hopkins, là, aux abonnés absents, c'était une vraie farce. Oui. Et tu regardes du côté des Panthers, c'était Evan Rodriguez qui a connu une série exceptionnelle, mais Reinhardt a marqué des buts, Barkov a marqué des buts, Verhaeghe a marqué des buts, Tarasenko a marqué des buts. Fait que ils ont enlevé les meilleurs joueurs de l'équation, ou l'équipe de soutien autour de McDavid de l'équation. Ils ont neutralisé l'avantage numérique qui fonctionne plus habitué de fonctionner autour de 30 % qu'à 12,5 %. Puis, au final, cette série-là s'est rendue dans un 7e match. Les chances de marquer sur les 7 matchs ont été à peu près égales de chaque côté. La possession de rondelles a été pas mal égale de chaque côté aussi. Alors, c'est ça. Il faut que tes meilleurs réussissent à produire quand ça compte. Là, je sais que la question est, comment dire, il n'y a pas de bonne réponse à ça, mais là où je voulais en venir, c'est que ils ont, dans le fond, les Oilers ont été à la remorque toute l'année.
Ils ont commencé la saison à l'envers. Ils ont commencé cette série-là à l'envers. Tu l'as dit, Marc-Antoine, on a eu l'impression que McDavid, Draisaitl était sur la patinoire du début à la fin en troisième, ce qui explique que quand il y avait quelques minutes encore pour une dernière poussée, avec ou sans ton gardien, là, parce que rendu là, c'était évident que les gars étaient à bout de souffle. Jusqu'à quel point ça aurait été un élément? Est-ce que c'en est un où, même si Knoblauch avait, je sais pas, géré son banc autrement, tu sais, dans le fond, quand je dis c'est compliqué, c'est qu'évidemment, si tu as McDavid et Draisaitl dans une situation comme celle-là, il n'y en a pas de match après-demain, là, donc tu peux presser le citron jusqu'au bout, mais c'est ce qu'il a fait. Sauf que il s'est ramassé avec 2 minutes à faire, il n'y avait plus de jus, là. Donc, est-ce qu'il n'y avait rien d'autre à faire? Ou est-ce qu'il y a eu peut-être une gestion? Si c'était à refaire, il y aurait peut-être l'impression qu'il n'y avait plus de jus, c'est que c'est aussi... il y a la pression du moment aussi. Tu as le bruit. Tu joues en Floride. Les Panthers sentaient l'odeur du sang. Tu sens que tu es à 90-100 secondes de la Coupe Stanley. Là, ton échec avant, ta pression sur l'adversaire, tu la mets plus fort que jamais. Ouais. Si les Oilers avaient... Ça ne veut pas dire que si les Oilers avaient réussi à égaler la marque en rendu en prolongation, il aurait pu être capable d'avancer. Je pense qu'il en aurait trouvé de l'énergie. Il aurait joué 3 périodes, il aurait fallu... c'est ça. Fait que je pense pas qu'ils étaient... C'est une image quand on dit qu'ils avaient l'air de ne plus avoir d'essence dans le réservoir, mais je pense que c'est le moment aussi là, qui devient étouffant en lui-même. Alors, je pense que Knoblauch n'avait pas le choix. À chaque fois qu'il a besoin d'avoir des résultats offensifs, il se tourne vers ses 2 chevaux puis il leur dit allez-y ensemble. Le fait que Draisaitl n'ait pas été aussi efficace qu'à la normale, c'est sûr que ça a joué dans la balance. Mais au final, tu regardes la saison de cette équipe-là, puis c'est franchement impressionnant. À partir de tous les... À partir de la mi-novembre, c'était la meilleure équipe de la Ligue. Ouais. Toutes les embûches qu'ils ont surmontées, le changement d'entraîneur, etc. C'est très rare, les équipes qui se retrouvent dans la position où les Oilers étaient en début d'année, qui réussissent, à faire les séries éliminatoires, puis après ça, de se rendre à un match, à 2 buts de la Coupe Stanley, finalement. On peut très bien, aujourd'hui, décortiquer ça puis dire, là, il leur manque telle affaire, il leur manque 1 ou 2 joueurs de soutien ou du secondary scoring, puis l'absence d'Evander Kane, je sais pas. Mais tout le mérite leur revient malgré le fait que les Panthers ont gagné. Mais à la fin, ça s'est décidé sur un mauvais but accordé par Stuart Skinner. Ah ouais? Oui, sur le coup, j'ai eu l'impression que Brett Kulak avait caché la vue du gardien, mais non. Finalement, il avait... Un petit corridor. Il y avait Skinner a vu toute la dégaine de Reinhardt, puis il est passé côté court. Oui, mais le meilleur taux d'efficacité là, dans la série, c'est Skinner. C'est marqué dans tes notes, Martin. Ah ouais. Non, mais je voulais... Tiens, allons là tout de suite. Skinner versus Bobrovsky, est-ce que ça aurait été un enjeu? Je trouve dur un peu. C'était pas un bon... c'est un but. Tu peux pas accorder ça dans un 7e match. C'est en dessous du bras du meilleur buteur, du 2e meilleur buteur de la Ligue. C'est pas un bon but. Là, un tir qui vient de l'extérieur du point de mise au jeu dans la partie supérieure du cercle. Tu peux pas, côté court, tu peux pas accorder ça. Côté court, côté jardin. Côté rapproché. Je savais que tu allais aller là. J'avais pas compris que c'est ça voulait dire. Heureusement, c'est short side. Encore une fois où, mes limites m'amènent plus loin. OK, Marc-Antoine, c'est un mauvais but. C'est un mauvais but. Oui, c'est un mauvais but, mais à partir du moment... C'est parce que tu n'as pas de marge de manœuvre dans un match comme celui-là. Puis si l'adversaire va rendre la vie aussi dure que les Panthers l'ont rendu à McDavid et Draisaitl, bien, tu ne peux pas te donner ce genre de but-là. Alors, en fin de compte, chacun des matchs, quand le gardien a été supérieur à l'autre, c'est le gardien supérieur, c'est l'équipe du gardien supérieur qui a gagné. Exact. Et hier, le gardien supérieur, c'était Bobrovsky dans le match important. Oui. Est-ce que, faisons un petit... Mais j'ajouterais ceci, par exemple, dans l'ensemble, Stuart Skinner, je pense, a rassuré les Oilers. Les Oilers ne vont pas repartir cet été et se dire, si on veut gagner l'année prochaine, il faut qu'on trouve des solutions devant le filet. Je pense que, sans qu'on se dise que c'est un gardien de premier plan, il est correct. Il est correct. Il est correct ou il n'est pas correct?
Moi, je pense que Martin... Non? Il faut pas qu'il Je pense qu'ils vont... Écoute, à Non, l'heure je actuelle... ne pense pas qu'ils vont partir à la chasse à un gardien nécessairement, mais ils devraient. je suis pas sûr s'ils pensent qu'ils sont dans le trêve jusqu'au genou, je suis pas sûr qu'ils ont raison. Non, mais Non, combien c'est sûr que d'équipes non. le sont, par Non, exemple, à non. l'heure actuelle, des vrais gardiens numéro 1, de qui tu peux t'attendre d'une année à l'autre, qui vont toujours te donner des performances de haut calibre. Tu ne te rends pas à une liste de 10 gardiens dans la Ligue. Il y a 32 équipes. Puis lui, c'est un gardien qui est encore relativement jeune, qui vient de prendre de l'expérience, qui est arrivé en 7e match de la Coupe Stanley. Je pense que on ne peut pas évaluer non plus, c'est-à-dire ce kid-là, C'est le problème. voici ce qu'il va être dans 5 ans Ouais. aussi. Je pense qu'il y a un bagage d'expérience qui le sert bien. Il y a eu des statistiques impressionnantes entre les matchs 4 et 7. C'est vrai qu'il a donné un mauvais but hier, mais à mon avis, il y a des ajustements au niveau de la profondeur, autant en attaque, en fait, en défense, puis peut-être un ailier d'impact qui permettrait d'avoir McDavid et Draisaitl sur 2 trios constamment, puis sans sentir le besoin de les réunir, puis tu dis on peut rouler les 2 trios un après l'autre, puis on a suffisamment de munitions sur les 2 trios. Ça, à mon avis, ce serait des ajustements qui seraient plus prioritaires pour les Oilers que de dire Stuart Skinner, il faut trouver une amélioration par rapport à lui. En tout cas, c'est mon avis. Est-ce que l'avenir des Oilers, il le voit dans ce que les Panthers ont fait dans les 2 dernières années? Répète ça. Est-ce que les Oilers s'en vont en finale de la Coupe Stanley l'an prochain et gagnent comme les Panthers ont fait l'an passé et cette année? Et je reprends la citation que tu utilisais, Martin. Ils sont partis à l'envers. Les Oilers cette année, les Panthers étaient partis à l'envers l'an passé et cette année, ils gagnent. Est-ce que c'est ça l'avenir des Oilers? C'est très difficile d'aller en finale 2 années de suite. On verra, mais ils ont certainement accumulé le bagage. Ouais. Leurs meilleurs joueurs sont à leur apogée. Ils ont trouvé une cohésion, ils ont trouvé une identité défensive cette année qu'ils vont pouvoir perpétuer la saison prochaine. Ils vont avoir encore les outils pour aller loin. Mais il arrive beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont... Il y a beaucoup de facteurs. Ouais. Le facteur chance peut jouer, les blessures, etc. Mais ils sont équipés pour continuer sur cette lancée-là. Les Oilers? Oui. Ben, quand tu parles d'identité défensive, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a une partie... On a toujours perçu les Oilers comme étant d'abord et avant tout une machine offensive, mais tu regardes la façon, entre autres, dont leur désavantage numérique s'est comporté en séries éliminatoires, puis le resserrement défensif auquel ils ont procédé, c'est assez impressionnant. Mais le hic maintenant, c'est que les joueurs de soutien, quand ils connaissent des bonnes séries éliminatoires puis qui sont sur le point de devenir joueurs autonomes, ils ont le don d'augmenter leur valeur de façon exponentielle. C'est précisément le cas du récipiendaire du trophée Fernando Pisani. Exactement, Mathias Janmark. Voilà. Mathias Janmark devient joueur autonome, Warren Foegele devient joueur autonome, Connor Brown devient joueur autonome, Adam Henrique joueur autonome. Fait que ça, ces 4-là, ils ont contribué à l'identité des Oilers en séries éliminatoires. Alors, si tu veux poursuivre et t'assurer que les fondements défensifs de ton équipe demeurent, ben, il va falloir que tu trouves le moyen de retenir quelques-uns de ces gars-là. Mais combien d'argent vas-tu consacrer à des gars de 3e, 4e trio? À partir du moment où Draisaitl est admissible à une prolongation de contrat le 1er juillet, il va rester après ça une autre année à Connor McDavid par la suite, il faut déjà que tu planifies à ce niveau-là. Sans oublier les autres questions dont je faisais mention, les autres enjeux pour les Oilers. Ça va être difficile parce qu'ils vont devoir trouver des façons. Si ce n'est pas ces gars-là, ils doivent pouvoir trouver d'autres ressources, d'autres ingrédients magiques finalement dans leur sac. Là, parce que c'est entre autres le resserrement de leur jeu défensif qui leur a permis de se rendre aussi loin. Parce que sinon, le run and gun, jouer complètement ouvert, ils ont essayé par les années passées, ça ne fonctionnait pas. Mais l'équilibre qu'ils ont trouvé offensif-défensif cette année en série cette année a été assez impressionnant. Et avec McDavid, ces 3-là, je vais exclure Henrique, mais même s'il il a eu son mot à dire, mais c'est l'autre gros point positif, là. Et peut-être Evan Bouchard, mais je veux dire, c'est les gros points positifs de ce printemps, ce sont eux. Pour ou contre aller chercher le trophée Conn Smythe quand votre équipe a perdu?
Moi, ça ne me dérange pas qu'il ne soit pas allé. Moi non plus. Honnêtement, tu es capitaine de ton équipe en plus. Tout le monde était au vestiaire. C'était une déception majeure. Fais-le savoir pour pas que tout le monde attende après ça, là, parce que l'autre équipe attend pour la Coupe Stanley. Mais bon, qu'il ne se soit pas présenté, honnêtement, ça m'a pas d'un point de vue éthique, ça ne m'a pas chatouillé plus que ça. Là. Non. Ce qui fait mal, c'est de perdre la finale de la Coupe Stanley. Et la blessure est plus profonde que n'importe quelle autre récompense individuelle. Ben oui, absolument. Puis je pense que c'est Richard Labbé dans la presse qui a rencontré Jean-Sébastien Giguère. Il y avait un texte là-dessus il n'y a pas si longtemps où est-ce que c'est ça. Giguère expliquait que quand évidemment le Conn Smythe dans la défaite là, des Ducks, que c'est ça. Lui était resté, il est allé le chercher, mais ça aidait à remettre ces choses-là en perspective. Cela dit, il faut conclure, enfin, il faut absolument y aller d'un mot là-dessus. Ça a été une performance. Ça a été des séries absolument extraordinaires pour McDavid. Je pense qu'il n'y a personne. C'est le deuxième patineur seulement dans l'histoire de la Ligue nationale à remporter le Conn Smythe dans une cause perdante. Reggie Leach, 1976. Est-ce que Leach avait battu les records de Wayne Gretzky à ce moment-là? Leach avait marqué combien de buts? 19 buts? C'est peut-être une marque. Ouais, c'est peut-être Non, c'était une des meilleures performances de l'histoire à l'époque dans une série, dans un tournoi éliminatoire. Et son équipe avait été balayée, Reggie Leach, en 4 matchs. Il y a eu le Conn Smythe quand même. Honnêtement, il y a quelques joueurs qui ont été bons chez les Panthers, mais je pense que personne qui a laissé autant son empreinte sur le tournoi éliminatoire et sur la finale. Le simple fait qu'il n'y avait pas consensus à savoir qui l'aurait mérité chez les Panthers, à savoir Bobrovsky ou Barkov, ça te le dit en partant. C'est pas comme si McDavid avait volé un joueur des Panthers. C'est comme, mais là, ça aurait dû être un joueur des Panthers, mais là, c'est Bobrovsky. Non, c'est McDavid. C'est tout à fait dans l'ordre des choses. S'il y a un moment où un joueur de l'équipe perdante mérite le Conn Smythe, c'est cette année. Sans être un gardien. Oui, ça aussi. C'est souvent... Bon, très bien. Autre chose à ajouter? Moi, je suis très content pour Paul Maurice. Oui, on peut parce comprendre. Que Paul Maurice, 26e saison comme coach dans la Ligue nationale. Il est le 4e dans l'histoire de la Ligue pour le nombre de victoires. Premier pour les défaites aussi. Come on! Ah oui? Mais écoute, il y a juste... Non, mais c'est parce que... Comme ça, il y a un peu il est le Curtis Joseph des entraîneurs. Il y a juste Scotty Bowman qui a coaché plus de matchs dans la Ligue nationale que lui. Il faut se rappeler, ça remonte. Là, la première fois qu'il a dirigé une équipe de la Ligue nationale, il avait 28 ans avec les Whalers de Hartford. Ça, les enfants, là, les Whalers d'Hartford, c'est les Hurricanes de la Caroline aujourd'hui. C'est le seul chandail de hockey que j'ai, c'est un chandail des Whalers. Ah ouais? Oui. Le bleu, gris et vert dans les dernières années. Les années de Jeff Sanderson. Là. L'époque l'époque de Paul Maurice. Ouais. Alors, à mon sens, ça fait longtemps qu'il l'attend, ce gars-là. Et c'est un bon ambassadeur pour le hockey. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'il a été bon pour les médias. Je pense qu'il y a énormément d'éloquence, de générosité aussi. Je voyais des photos de lui alors que l'équipe était à l'hôtel. Il prenait des photos avec les amateurs dans le lobby de l'hôtel le jour du match, le jour du 7e match de la Coupe Stanley. C'est quand même... C'est pas rien, là. Il n'est pas concentré. Prends pas ça aussi. Non, Alors, je suis content pour lui. Puis, écoute, son supérieur, Bill Zito, je sais que c'est pas lui qui a gagné l'honneur du DG de l'année, mais quand tu regardes le travail qu'il a fait depuis 3 ans, depuis le moment où il est allé chercher Gustav Forsling au balotage, l'échange de Sam Reinhart, l'équipe a fait la finale l'année dernière, il a rajouté Ekman Larsson. Là, ils vont chercher la Coupe cette année. Le travail d'assemblage pour une équipe qui n'est pas du tout bâtie par les choix repêchage, il y en a, là. Ekblad, Barkov, il y en a des hauts choix repêchage qui proviennent de chez eux. Mais quand tu regardes sur la quantité, c'est une équipe qui est bâtie par les joueurs autonomes, par les échanges, le balotage. Et donc, toute l'empreinte de Bill Zito est sur cette formation-là, cette formation championne. Alors, chapeau. Et tu parles de Paul Maurice. Moi, la déclaration qu'il a faite hier que j'ai aimée, c'est quand il a dit « Il me manque une chose maintenant,
J'aimerais ça il me manque une seule chose maintenant. J'aimerais ça que les Jets de Winnipeg C'est vrai, il a conclu. remportent la prochaine coupe. Et souvenez-vous, il a quitté ce poste-là à Winnipeg. Là, il sentait qu'il n'était plus en contrôle de la situation, que son message s'était étiolé un peu. Et il a préféré passer la main. Là, C'est assez rare, c'est ça qu'on se dit à ce moment-là. Et il se retrouve en Floride et il gagne la Coupe Stanley. Mais j'ai trouvé ça très délicat de sa part. Parce que c'est pas un gars de Winnipeg, c'est pas ça, ça n'a pas rapport. Là. C'était vraiment son ancienne équipe. C'est ça, comme tu dis, qu'il a quitté, ce qui est pas commun. Là. Absolument, les coachs, on leur dit de s'en aller. Ils s'en vont pas d'eux-mêmes. Exact. Ouais. Non, vraiment. Juste te mentionner Gustav Forsling, juste conclure là-dessus. Moi, je pense que c'est le jeu du match hier. Il fallait être vite et il fallait être, concentré puis efficace pour empêcher McDavid là, je veux dire, Bobrovsky est déjà presque battu. Là. C'est un grand jeu défensif. Je pense que ça illustre l'importance que ce joueur-là avait dans cette équipe-là. Il y avait beaucoup de soldats devant Bobrovsky hier. Il y avait beaucoup de gars qui voulaient bloquer des tirs et la congestion qu'il y avait devant le filet, ça rendait... La seule façon que les Oilers auraient pu marquer un but en troisième période, c'était par le carreau, là, en tirant la rondelle puis en espérant que ça dévie sur quelqu'un ou que ça frappe un patin ou quelque chose du genre parce qu'il y avait vraiment beaucoup de soldats devant les tireurs. Là. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, questions sociaux. Réseaux sociaux. Question publique, question des sociaux. Réseaux questions. Question de réseaux sociaux. Public et questions. C'est Jack qu'on entend. Marc-Antoine, depuis qu'il ne revient pas. C'est Jack qu'on entend avec le... Jack est en vacances, on le salue. Mais c'est lui. Est-ce que il se rappelle à notre souvenir, en tout cas, quand tu chantes comme ça. Oui. Merci. Ouais, on me confirme que c'est... Parce qu'il ne sonne pas comme ça exactement dans la vraie vie. On le salue. Du contenu gratuit, enfin, pour la question du public. Il chante, des fois, on a tordu un peu... on a trait un peu... jusqu'à l'excès au cours des dernières semaines. Mais là, le départ de Jean-François Houle ouvrait la porte. D'ailleurs, une réaction à chaud, même si ça fait quelques jours. Avez-vous été surpris de savoir que Jean-François retournait à l'université? Je m'en retourne à l'université! Bien, c'est... À partir du moment... C'est un concours de circonstances assez particulier parce que il a fallu que l'entraîneur de Clarkson quitte pour Cornell. Et là, Clarkson s'est dit, là, il faut qu'on se trouve un remplaçant rapidement. Puis là, ils sont entrés en contact avec Jean-François Houle, qui a toujours eu le Golden Knight tatoué sur le cœur. C'est le nom de l'équipe? C'est le même nom que l'équipe de Las Vegas? Oui, mais ils l'ont depuis plus longtemps. Ah, ouais. OK. Et donc, lui, il est retourné dans son alma mater. Il a joué là, il a coaché là. Et c'est là où il avait envie d'être. Je pense que c'est là qu'il a rencontré sa femme, des enfants qui ont grandi là. C'est chez eux, là, dans une certaine mesure. J'ai trouvé ça gracieux de la part du Canadien de le laisser retourner là où il avait le plus envie d'être, même si, à court terme, ça place le Canadien dans une position quand même un peu délicate. Oui, mais là, en même temps, il ne pouvait pas forcer Houle à rester à Laval. Pouvait-il? Il venait de signer un contrat. Il y a un contrat. Moi, je sais bien. Ouais. Ça aurait pas... Écoute, ça n'aurait pas été idéal parce que le gars aurait été là contre son gré. Ouais. Mais il y avait, en principe, il aurait pu y avoir une obligation contractuelle. Moi, j'irais. Là. Moi, enseigner à l'université, là, je ferais ça. Coacher, ça a l'air le fun. Écoute, moi, j'ai sursauté en voyant ça. On sait que... On en a parlé du fait que Jean-François Houle, sa signature de contrat avait tardé un petit peu et tout ça, mais si Jean-François Houle avait vu son avenir dans le hockey professionnel à moyen terme, disons, je ne sais pas s'il aurait fait ça, mais la sécurité d'emploi est extraordinaire quand tu diriges une équipe universitaire. Beaucoup plus solide. La vie familiale est de bien meilleure qualité. Tu joues tes matchs de la fin de semaine, tu t'entraînes la semaine à la maison.
Tu contrôles ton recrutement. Ce sont tes adjoints qui font le recrutement. Et si tu es un entraîneur renommé ou qui a fait quelque chose dans le hockey professionnel, c'est susceptible d'attirer des bons espoirs pour venir jouer là. Puis bon, souvent on passe les meilleures années de notre vie à l'université aussi. Alors, probablement que les astres étaient alignés, mais la position qu'il avait chez le Canadien, je me demande s'il voyait qu'il y avait... Mais on s'était posé la question, est-ce que Hull rêve d'un avenir dans le sport professionnel? Parce que le contexte à Laval, bon, c'est sûr qu'il y a Martin Saint-Louis à Montréal, puis bon, mais le contexte à Laval, c'est vraiment... on a vraiment mis l'accent sur le développement. Et ça, ben, pour un coach qui veut montrer qu'il est capable de gagner, parce que ultimement, c'est ce genre d'élément-là à faire valoir quand tu veux grimper, c'est pas l'idéal. C'était déjà pas un environnement idéal. Puis, moi, la réflexion que je m'étais fait quand Hull a prolongé a signé un nouveau contrat avec le Canadien, c'est que ce qui l'intéressait, ou enfin que ce mandat-là de faire du développement, c'était important pour lui et c'est cohérent avec le fait qu'il retourne à l'université. C'est peut-être que moi, c'est ça qu'il m'a dit. C'est ça qu'il m'a dit d'ailleurs. Il dit, je vais pouvoir continuer de développer des jeunes joueurs. Ouais. Je vais revenir au Québec pour en recruter également. Mais lui, je pense que développer des jeunes, ça fait partie de son plaisir. Mais c'est vrai qu'on peut évaluer le travail des entraîneurs au niveau professionnel simplement par la fiche de victoire-défaite. Mais quand tu regardes à quel point les équipes sont dans des cycles maintenant, il y a des fenêtres de compétitivité, tu as des équipes en reconstruction, l'importance d'avoir des coachs qui sont bons dans le développement et la progression des jeunes joueurs, c'est super important. Alors, s'il était resté à Laval et sans même nécessairement gagner la Coupe Calder dans la Ligue américaine, avait continué de prouver qu'il est capable de développer des jeunes puis que ces gars-là arrivent dans la Ligue nationale puis qu'ils sont bien développés, qu'ils sont prêts pour la Ligue nationale, bien, d'autres équipes auraient remarqué ça puis auraient dit en temps opportun, nous, on a besoin d'un coach à l'échelle de la Ligue nationale pour gérer une jeune équipe. On a besoin d'un entraîneur adjoint qui va aider au développement également. Fait que tu peux gagner tes galons, pas seulement en gagnant des matchs ou en gagnant des trophées, mais en montrant aussi que tu livres la marchandise en matière de développement. Je pense que c'est vrai plus que ce l'était même qu'autrefois. Alors, on a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport qui serait votre candidat comme entraîneur-chef du Rocket de Laval. Ne réagissez pas parce qu'on va vider la question tout de suite après. Quelques suggestions. Donc, Paul sur Facebook. J'aurais aimé Benoît Groux, mais pas disponible. Le nom d'Alex Tanguay semble circuler beaucoup. Toujours sur Facebook. Avant la prolongation de Hull, je souhaitais Sylvain Favreau. Ça, c'est Mathieu qui écrit ça. Alex Burrows, sortez-le de Montréal et amenez Pascal Vincent comme coach associé à Montréal. C'est Marc-André Vaillancourt sur Facebook. Francis Bouillon, proposition de André sur Facebook toujours. Quelqu'un qui a de l'expérience et le potentiel de monter dans la LNH. Ça, c'est une idée aussi sur laquelle j'aimerais vous entendre. C'est Simon. Silvio propose Serge Beausoleil. Ça, c'est sur YouTube. Et finalement, sur YouTube, toujours, il y a David qui dit Martin Leclerc, évidemment. Ben Martin, oui. C'est quand tu arrêtes, là. Tu perds ton temps avec nous autres, là. C'est quand tu y vas. Vas-y. Je vais en parler à ma femme en revenant. Ben, tu vas peut-être être déçu et surpris de sa réaction. Mais donc, peut-être sur l'idée, avant de parler de candidats potentiels. C'est parce que là, Hull avait ce profil-là, était là pour faire du développement. Ouais. Est-ce que c'est ça le plus important? Oui. Oui. Je sais pas ce que tu en penses, Martin, mais moi, je trouve que oui. Ça demeure la priorité. C'est une équipe qui va continuer d'être très jeune, au moins l'année prochaine encore. Tant que tu as une équipe qui a beaucoup de choix hors pêchage, qui fait rentrer beaucoup de jeunes année après année, puis là, c'est encore le cas pour un an ou deux, encore où le Canadien va avoir beaucoup de choix, donc 2 ans après, des gars que tu as besoin de signer, les meilleurs, tu vas les garder, tu vas les transférer chez les pros. Tant que tu as une équipe qui est relativement jeune, il faut que tu aies des coachs qui sont bons pour faire du développement. Puis je pense que c'est plus important de penser à ça que de nécessairement préparer un successeur au coach en place. Je suis content parce que c'est ça le sens de ma question. C'est ça. Est-ce que de trouver quelqu'un qui pourrait graduer éventuellement, est-ce que ça, c'est où sur la liste de priorités? Moi, je pense que ça, c'est important aussi. Mais tu sais, sur la notion de développement dans la Ligue américaine,
faut s'entendre sur ce que c'est du développement. Là. Les joueurs arrivent avec un bagage de talent qu'ils ont. Tu ne vas pas les rendre plus talentueux qu'ils sont, mais le travail d'un entraîneur de la Ligue américaine, c'est de faire des vrais professionnels avec les joueurs qui arrivent. Là, ils sont au stade de leur développement, le schéma de développement à long terme de l'athlète. Là, quand ils arrivent dans la Ligue américaine, c'est apprendre à gagner, apprendre à performer. Donc, c'est leur donner des habitudes des vraies habitudes de hockeyeur professionnel, avoir la vision suffisamment large et intelligente de dire les bons jeunes joueurs de l'organisation, il faut les placer dans des situations où ils vont progresser dans cet apprentissage-là, d'être des professionnels. Donc, c'est de les faire jouer, de leur donner du temps de jeu de qualité, de bien les entourer, de bien gérer quand il y a des baisses et tout ça, et faire en sorte que quand ils vont arriver dans des matchs de la Ligue nationale, quand ils vont être appelés, parce que c'est rare que le premier appel est définitif, mais quand ils vont arriver, qu'ils soient prêts à fonctionner dans cet environnement-là. Et ça, Jean-François le faisait très, très bien, mais je pense que de façon générale, tous les gars qui travaillent dans la Ligue américaine comprennent ça. Là. Je pense pas qu'il y a à moins de diriger une équipe de vétérans, que ton organisation n'a aucun espoir de grande valeur, puis tu te retrouves, tu diriges juste des gars de 27-28 ans dans la Ligue américaine, mais là, tu diriges le couteau entre les dents et tu essaies de remporter chaque match, mais la réalité dans la Ligue américaine, c'est que tu ne sais jamais de quoi va avoir l'air ton alignement le lendemain. Il y a des rappels qui viennent et tout ça. Il faut que tu sois très souple comme entraîneur. Il faut que tu installes une structure qui va fonctionner malgré tous ces changements-là. Puis il faut que tu prennes soin des jeunes pour t'assurer qu'ils gravissent les dernières marches qu'il faut avant d'arriver en haut. Fait que je pense que je ne vois pas de candidats dans ceux que tu as nommés qui arriveraient là et qui dirigeraient juste pour gagner. Ouais. Tout le monde s'entend tous les entraîneurs de métier s'entendent sur la façon de diriger dans la Ligue américaine. Alors, j'ai très hâte de voir ce que va faire le Canadien, mais personnellement, et ça a heurté, je pense, le Canadien dans le passé, ils ont eu pendant une longue période comme entraîneur de leur club-école quelqu'un qui n'était pas considéré ou comme un remplaçant potentiel pour la Ligue nationale. Et ça, je pense que ça heurte le Canadien quand ils font ça. C'est bon de développer à l'interne. Premièrement, tu sauves beaucoup d'argent quand tu fais ça, plutôt qu'être obligé d'aller en chercher un à 3 ou 4 millions quand ça presse. Et ça ne fait pas de mal de développer à l'interne du côté des entraîneurs. À tous les niveaux. Du côté des entraîneurs aussi. OK. Mais en même temps, le Canadien, à une certaine époque, développait des entraîneurs et faisait en sorte qu'ils devenaient des entraîneurs recrues à l'échelle de la Ligue nationale derrière le banc du Canadien. Ouais. Fait que c'est pas... Même l'important, c'est que tu aies un gars que tu envisages comme étant un futur entraîneur de la Ligue nationale. S'il est embauché par une autre équipe et que plus tard, tu vas le chercher parce que les circonstances sont bonnes, tu sais, souvent, c'est une affaire de timing. Guy Boucher a coaché brièvement à Hamilton. Après ça, il y a eu un poste dans la Ligue nationale. Le Canadien n'était pas prêt à lui donner un poste tout de suite, mais il aurait pu, les circonstances n'ont pas fait en sorte que ça a été le cas, mais il aurait pu être dans le giron du Canadien ou sur leur radar à un autre moment. Ouais. Par exemple, quand ils ont décidé je ne sais pas s'il était disponible quand ils ont décidé de remercier Michel Therrien, mais en voilà un, Michel Therrien qui a été développé maison. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'envoyer des entraîneurs d'ici dans le hockey professionnel pour que, au moment où tu as besoin d'un coach, tu aies le luxe de choisir. Ouais. Alors, puis tu en as d'autres. Je veux dire, un jour, Jim Montgomery va être disponible. Peut-être qu'il pourrait être un successeur à Montréal. Alain Nasreddin a été brièvement entraîneur-chef. André Tourigny, évidemment, ça s'impose. Un candidat qui pourrait aussi, on verra pour ce qui est de Pascal Vincent, il vient d'être remercié par les Blue Jackets de Columbus. Je ne sais pas dans quelle mesure il est intéressé à retourner dans la Ligue américaine immédiatement. Si jamais il acceptait un poste avec le Rocket, il pourrait garder la totalité du salaire qui lui est dû par les Blue Jackets. Donc ça, c'est pas mauvais. On verra. Okay. Mais sauf que, à mon sens, en voilà un autre coach. Mais là, tu peux amener également un des lecteurs qui mentionnait le nom de Sylvain Favreau, amener un gars de la nouvelle génération qui a peut-être un avenir. C'est un gars dont la cote monte en flèche.
Il s'est rendu en finale avec les Moussets d'Halifax l'année dernière, au tournoi de la Coupe Memorial cette année avec Drummondville. C'est un gars qui semble vraiment avoir qui semble vraiment tenir le bon filon, relativement jeune aussi, il y a 46. Alors, ce serait bon d'ajouter aussi un autre gars. Mais sauf que je pense pas que le Canadien est dans une mentalité où il pense à trouver un successeur à Martin Saint-Louis. Là. Alors, non, mais c'est pas ici qu'on disait, ou qui disait ça, que les entraîneurs sont souvent... Ouais, je pense que quand on parlait de Sheldon Keefe, à ta deuxième équipe, souvent, tu as déjà un bagage et tout. L'exemple de Guy Boucher est intéressant parce que ça ne s'est jamais fait. Guy Boucher n'a jamais été entraîneur du Canadien, mais d'en amener un dans ton... D'abord, Guy Boucher, c'était la superstar des entraîneurs québécois dans le junior. C'était vraiment un gars qui avait... Là, on parle de Favreau, peut-être que c'était un profil semblable, mais c'était comme... Joël Bouchard, Dominique Ducharme. Ben, c'est ça. Donc, ces gars-là, tu leur donnes une première chance, tu les amènes dans le hockey professionnel, tant mieux s'ils ils vont travailler ailleurs, parce qu'il y a peut-être une chance, justement, que le deuxième stage, ce soit à Montréal. Est-ce qu'il a beaucoup changé le portrait? Auparavant, le Canadien était une des rares organisations qui développait des entraîneurs francophones. Ouais. Les Nordiques l'ont fait aussi un petit peu, sont disparus. Mais il y a maintenant... Les gens critiquent beaucoup le fait que l'enseignement se fait en anglais dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec maintenant. Mais là, ça fait en sorte que les entraîneurs francophones sont habitués de travailler en anglais. Ça implique que systématiquement, il y a des entraîneurs québécois qui postulent, qui gravissent les échelons avec le programme national, avec les moins de 17 ans, les moins de 18 ans, avec l'équipe Canada Junior. Se font des contacts à travers la Ligue. Et là, tu nommais tous les noms qu'on nommait tantôt. Pascal Vincent n'est pas passé par le Canadien. André Tourigny n'est pas passé par le Canadien. Guy Boucher est passé brièvement par le Club École, mais il a eu sa chance ailleurs. Et là, ça fait en sorte qu'il y en a plus de francophones. Et ça en prend. Parce qu'un jour, ça va prendre un nouvel entraîneur à Montréal. Pas que j'ai rien à redire contre celui qui est là en ce moment, mais c'est la nature des choses. Donc, le plus il y en a, le mieux c'est. Avez-vous un candidat préféré? Écoute, moi, si Pascal Vincent est disposé à venir diriger, c'est la Ligue américaine, mais c'est Laval. C'est un Lavallois. C'est un gars qui a fait son hockey mineur à Laval, qui a dirigé Midget 3, Laval-Laurentides-Lanaudière. Écoute, ça serait un fit parfait, comme on dit. C'est pas tous les jours que tu peux aller travailler chez vous. Un gars qui a été entraîneur de l'année dans la Ligue américaine déjà aussi. Ce serait un candidat de grande qualité pour le Canadien. Honnêtement, je pense qu'il y aurait plus sa place derrière le banc du Canadien, comme avec Martin Saint-Louis qu'avec le Club École, mais ce serait un candidat de grande qualité. Oui, il y a ça aussi, c'est que lui doit déterminer est-ce que je veux être un entraîneur adjoint dans la Ligue nationale ou je veux être un entraîneur-chef à un quelconque niveau. Parce que les chances qu'il redevienne entraîneur-chef dans la Ligue nationale, c'est pas certain que ça va se produire un jour. Il y a eu une chance dans des conditions très ingrates, mais c'est pas certain que le train va repasser à ce niveau-là. Alors, ça va dépendre. Je pense que ça va faire partie de sa réflexion. Mais c'est un entraîneur chevronné, ça fait longtemps qu'il est là déjà. Puis il ne faut pas oublier que le Canadien, dans les 2 dernières années, Jean-François Houle, il arrivait des moments où des pratiques entières, il les laissait à la disposition des entraîneurs de développement. Adam Nicholas, Scott Pellerin, Paul Byron débarquaient à Laval et disaient « OK, on prend le contrôle de la pratique aujourd'hui. » Puis c'est eux qui géraient ça. Alors, à quel point, parce que ça fait partie justement des idées de développement de l'organisation, il faut que le coach qui est en place soit à l'aise aussi de dire ben là, ça ne va pas tout le temps être dans mes mains, puis je vais être capable de lâcher la bride un petit peu, puis laisser aller. Alors, il faut que tu sois capable d'accepter ce genre de pratique-là. Houle n'avait pas de problème avec ça, mais je ne sais pas si Pascal Vincent serait aussi à l'aise. Bien, en ce sens-là, puis c'est là que je voulais aller, mais c'est, comment dire, le pont est parfait. Un gars de l'organisation, il y a des noms, des gens qui ont mentionné sur les réseaux sociaux, Burroughs, Bouillon, tu viens de parler de Byron, c'est des gars qui sont déjà... Parce que c'est vrai que
au-delà de Hull, c'est une structure, le développement aussi. Depuis que Hughes, Gorton sont là, on le sent davantage. Ce que tu viens de raconter là en est un exemple probant. Est-ce que de donner, je ne sais pas, de considérer un de ces... évidemment, à supposer que ça les intéresse. Paul n'est pas... Il n'est pas rendu là. Non. Puis Bouillon, c'est pas clair non Bouillon, plus. c'est pas clair. Parce que, tu sais, il est quand même souvent parti, mais il revient à la maison pas mal, tandis que tu es un peu tout le temps dans tes valises quand tu es entraîneur-chef. Fait que je sais pas s'il est là dans sa vie présentement, Francis, mais je sais pas. Ce serait intéressant. On l'a vu brièvement à un moment donné aller donner un coup de main derrière le banc, mais c'est pas non plus un entraîneur de carrière. Puis il est efficace dans son rôle. Burroughs, je le vois pas prendre un pas de recul puis retourner. Tu sais, là, c'est un adjoint. Il est devenu un adjoint de confiance de Martin Saint-Louis. Saint-Louis est débarqué là, il ne faut pas oublier. Là. Il n'a pas fait de changement à son personnel d'entraîneur. Il a pris ceux qui étaient en place. Éventuellement, quand Richardson est parti, il l'a remplacé par Stéphane Robida. Mais il n'y a pas... Trevor Lutowski est resté, Burroughs est resté, mais il y a une connivence qui s'est développée entre Burroughs puis Saint-Louis. Je pense que ce serait pratiquement un geste. À moins que Burroughs veuille devenir entraîneur-chef. Il y en a des gars qui ont fait ça. En fait, Pascal Vincent, à un moment donné, c'est ça qu'il a fait. Il était entraîneur adjoint, puis il a accepté de retourner. Aussi, il n'avait pas devenu entraîneur adjoint avec Patrick Roy au Colorado? Oui, mais mon point, c'est l'inverse. C'est quand tu es entraîneur adjoint dans la Ligue nationale, que tu renonces à ça pour devenir entraîneur-chef dans la Ligue américaine. Il y a un gars, en fait, le gars que Dominique Ducharme a remplacé à Vegas, Ryan Craig, lui, c'est ça qu'il a fait. Il était donc un adjoint de Cassidy à Vegas, puis il est allé diriger le club école de Henderson, puis c'est ce qui a fait en sorte que Dominique Ducharme a pris sa place, parce que lui, il veut devenir entraîneur-chef. Alors, écoute, ça dépend des intentions de Burroughs, mais il y a des candidats quand même. Ouais. En partant, si tu as le choix d'aller soit avec un gars d'expérience que tu réussis à convaincre, comme Pascal Vincent, ou une vedette montante comme Sylvain Favreau, tu peux, soit tu prends la pilule rouge ou la pilule bleue, mais dans les deux cas, je pense que tu as deux avenues intéressantes. Et ça va jazzer un peu, là. Moi, ça fait 2 ans, je me plains de ça, qu'il n'y a pas eu de changement dans les équipes d'entraîneurs depuis que Saint-Louis est arrivé. Ça va mettre un petit peu de... Mais c'est très intelligent de faire ça quand tu aspires à devenir entraîneur en chef. Si tu as été entraîneur en chef au niveau inférieur, d'aller dans la Ligue nationale comme adjoint pour voir ce que c'est, pour la vivre, et de retourner dans un poste d'entraîneur en chef pour dire, OK, là, je sais ce que je dois développer ou peaufiner comme entraîneur en chef si je veux y retourner pour être capable de diriger une équipe à ce niveau-là. C'est ça. Mais Tourigny l'a fait. Lui est revenu au niveau junior à Ottawa. Il a changé de ligue junior, mais après avoir été adjoint avec l'Avalanche et avec les Sénateurs, il est retourné comme entraîneur-chef à un niveau inférieur. C'est ça. Il n'y a plus personne qui peut dire que tu n'as pas d'expérience de la Ligue nationale. Parce que tu l'as vécu. Oui. Bon, on parle jase, le temps file. En bonne compagnie. Ça va être une grosse semaine, non? Encore hier, en pleine... Non, est-ce que ça a été annoncé en plein 7e match, la transaction Ottawa-Boston? Durant la période d'échauffement. C'est ça, hein? Ça, là, c'est un manque de respect. C'est comme un... Moi, il me semble qu'on aurait pu attendre quelques heures. Oui, je tique là-dessus. Moi, je sais pas. Mais en même temps, je suis très excité parce que je trouve que c'est ça. Il y a là le prélude d'une période très riche en rebondissements. Un mot, donc, sur... oui. C'est sûr qu'il va se passer de quoi en ce moment. En ce moment. Puis le moment où notre podcast va être diffusé, c'est clair qu'il va y avoir un mouvement. Je suis content que tu le dises, Marc-Antoine. J'allais oublier, mais oui, c'est écrit dans le ciel. Entre le moment où on enregistre et le moment où vous nous écoutez, la planète LNH a tremblé. C'est sûr et certain. Et le premier sur le sismomètre, une des premières variations qu'on a eues, c'est donc cette transaction entre les Sénateurs d'Ottawa et les Bruins de Boston. On a quelqu'un qui suit les Sénateurs en régie. Je vous donnerai son identité plus tard, mais qui, lui, trouve que c'est un vol. Moi, je trouve que c'est une transaction extrêmement intéressante. Pour les Sénateurs. Pour les Sénateurs. Je compare souvent les gardiens de la Ligue nationale à des pilotes de F1. Et tout dépendant de la monoplace que tu pilotes, ça influence tes résultats. Là. Si tu conduis une boîte à savon, même si tu es Michael Schumacher, tu connaîtras pas de succès. Et Linus Ullmark,
il y a une moyenne d'efficacité de 919 en 9 saisons dans la Ligue 9 nationale. saisons, ah oui. Et il a maintenu les mêmes standards, autant avec les pauvres Sabres de Buffalo qu'avec avec Boston. Et ça, je trouve ça très intéressant. Quand les Bruins avaient été chercher Ullmark, je trouvais que c'était vraiment là. Ils avaient choisi la fleur qui dépassait du lot. Il a été bon pour eux. Alors, d'avoir les sénateurs, quand ils ont changé d'entraîneur la saison dernière, ont essayé d'établir une espèce de squelette défensif, une structure défensive pour préparer le reste des choses, mais ça prend quelqu'un qui arrête les rondelles. Et moi, je trouve que c'est une acquisition majeure pour eux. S'ils parviennent à se structurer défensivement avec un gardien qui arrête les rondelles, ça va changer le portrait pour eux. Je ne sais pas, j'irais pas jusqu'à qualifier ça de vol, parce que tant et aussi longtemps que Ullmark n'aura pas signé de contrat à long terme avec les sénateurs. Oui, c'est un bon point. Il reste quoi, là? 1 an? 1 an. 2? Ouais. 1 an. Fait que, si tu vas le chercher pour 1 an puis tu le perds après... Surtout qu'à Ottawa, ça arrive jamais. Jamais tout le monde. Ça fait la file pour rester avec les sénateurs. Moi, je trouve que les gens qui disent que c'était une erreur d'aller chercher Alex DeBrincat, je suis comme wow, là. L'erreur, c'était. Pas l'erreur, mais le risque, c'était ça. Puis malheureusement, c'est ça qui est arrivé. Il est parti. Là, il pourrait se passer la même chose. Donc, bon, merci de nous le rappeler. C'est parce qu'à mon avis, c'est le facteur déterminant de cette transaction-là. Ouais. Puis probablement que s'il s'était entendu d'office avec les sénateurs au moment de la transaction, les Bruins auraient probablement obtenu davantage pour ces services. Là, il y a une part d'incertitude. Ça se peut que ce soit juste 1 an. Fait que le pari est assurément bon à prendre pour les sénateurs parce qu'ils s'améliorent grandement devant le filet, se débarrassent d'un contrat qui était problématique, celui de Korpisalo. Quoique, je suis convaincu que Korpisalo, comme second à Jeremy Swayman, va donner des bonnes performances. Il n'y a pas la gale, ce gars-là, puis je pense qu'il n'a peut-être pas l'étoffe d'un numéro 1, mais je pense que c'est un bon gardien de la Ligue nationale, puis il va être dans la bonne situation à Boston, derrière une défensive aussi qui était meilleure que celle des sénateurs. Fait que Ullmark, lui, va avoir aussi plus de responsabilités. Il va se faire donner beaucoup de millage. Il va jouer davantage qu'il le faisait à Boston, devant une brigade défensive qui est moins étanche. Fait que ça, c'est un beau défi. Si ça se passe mal, il va peut-être se dire « OK, moi, je vais me trouver une place ailleurs. » Auquel cas, sans dire que les sénateurs ont payé un gros prix, ça n'aura pas été un vol. T'sais. Alors, du côté des Bruins, par exemple, ce que ça montre, c'est que malgré l'importance que tout le monde prête à la position de gardien de but sur le marché des échanges, c'est très difficile d'aller chercher de la valeur pour des gardiens. Ouais. Et enfin, je pense que cette transaction... soit que cette transaction-là est un exemple de ce que tu viens de dire, ou que les Bruins n'ont pas fait un gros travail. Surtout que moi, ça m'étonne toujours, les transactions. Pas ça m'étonne, mais c'est un joueur important, Ullmark, que tu envoies dans ta division. C'est en plus, alors que le retour ne soit pas plus consistant. Soit que ça illustre que effectivement, le marché des gardiens... Mais en même temps, Markstrom, les Flames ont eu de la valeur en échange, non? Oui, effectivement, ils ont obtenu plus, mais Markstrom a 2 ans, 2 ans son contrat et non pas une. Okay. Puis il y avait aussi une clause de non-échange. Dans les deux cas, il y avait une forme de clause de non-échange qui est rentrée en ligne de compte, mais je pense que Markstrom a vraiment guidé la transaction pour se ramasser là où il voulait aller. Ouais. C'est sûr que les Bruins auraient souhaité avoir l'équivalent de ce que les Flames ont eu pour Markstrom, mais je ne suis pas si surpris que ça n'a pas été le cas. Parce qu'à un moment donné aussi, c'est qu'il y a un jeu de chaise musicale. Tu as des équipes qui recherchent un gardien de but, mais les candidats, à mesure que par exemple, une fois que les Devils ont mis la main sur Markstrom et qu'il y a une équipe de moins, tu essaies de mousser la valeur de Ullmark puis de trouver preneur, mais si tu as moins d'équipes qui sont véritablement intéressées à ses services puis qu'il y a moins d'équipes dans la danse, ben tu peux pas réussir aussi non plus à augmenter sa valeur tant que ça. T'sais. À un moment donné, c'est qu'il faut que tu fasses ton move avant qu'il soit trop tard. Puis on disait il y a quelques instants, ben là, ils ont annoncé la transaction quelques minutes avant le début du 7e match à la Coupe Stanley. Ben, il y a ça aussi, c'est que le calendrier est tellement précipité. Dans 72 heures, ça va être le repêchage. Là, tout s'anime et tout se compresse. Si tu veux pas qu'il y ait des annonces pendant ton match numéro 7,
fais-le pas 2 jours avant le repêchage. Mais c'est ça. Bien sûr. Alors, il faut que tu me fasses ton move avant qu'il soit trop tard, que ça nous serve à tous et toutes de leçon, parce que ça s'applique à toutes les sphères de l'existence. Fait que je vais faire mon move. Les gars, merci. Merci beaucoup. C'était un avant qu'il plaisir. soit trop tard. Ce qui n'est pas loin Non. d'être trop tard. Puis, que j'aimerais ça savoir ce qui s'est passé entre le temps où je fais la conclusion et que vous nous écoutez. Juste ça. J'ai hâte de savoir. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment, mon cher. Un grand bonheur, messieurs. On se revoit vendredi soir. Oh, c'est vrai. Merci, parce que là, j'ai rien dit. Donc, prochain balado, il en reste 2 d'ailleurs. Hein? Puis là, mardi prochain, c'est le dernier de la saison. Ça se peut que je pleure. Ah ouais, hein? Ça se peut. Tu es comme ça, toi? Ça se peut. Non, mais c'était une année. C'était une année. C'était pas une année. C'était une année. C'était pas une année comme les autres. Donc, ce vendredi, émission spéciale d'abord sur YouTube pendant le repêchage avec le bon Gascon, Kevin Breton, qui était là avec nous les saisons, c'est-à-dire les émissions spéciales du repêchage précédentes, sera là également. Il a, compilé tout ce qu'il y a à savoir sur les espoirs qui seront en jeu. Hein, j'en parle comme si c'était des objets, je m'en excuse. Kevin sera là et David également, David Rioux, qui est notre grand gourou des réseaux sociaux, sera là pour faire la curation de vos questions via les réseaux sociaux en direct. Donc, en direct à compter de 19h sur YouTube, c'est l'émission spéciale du repêchage. Je pense que c'est notre 3e édition. Et ensuite de ça, les boys, on se réunit, on change de... On enlève les sofas, on remet les tables et on enregistre le balado, donc à chaud après le repêchage. Balado qui devrait être disponible là, samedi matin au mieux ou au pire, ou enfin en régie, est-ce que j'ai des corrections? Sera disponible là, dans les heures suivantes. Samedi matin, ça devrait être là sur OHDIO, donc pour le balado du vendredi, là, généralement, mais qui sera le balado post-repêchage. Puis mardi, le 2 juillet, on enterre la saison. Alors voilà, merci Martin de m'avoir réallumé c'est important que je le dise. Marc-Antoine Godin. Oui. Tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Merci infiniment. Plaisir. Merci. Le hockey. Le hockey. Et c'est Simon Crémer qui signe cette édition de Tellement Hockey. Merci Simon. Il y a aussi le Mixmaster Souli en régie. Merci Souli. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été là. Bonne semaine. Et vous le savez, vous autres, ce qui s'est passé. Vous êtes chanceux. Moi, je veux dire, je suis surpris. Ça me laisse. Je suis subjugué par ce qui vient d'arriver. Commençons par dire, on est sous le choc. Voilà. Alors, à vendredi. Ciao. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.